Yorana Enakoto, bonjour, bon après-midi. Moi, je m'appelle James Flexner et comme probablement tu peux écouter, le français, c'est pas ma langue primaire, donc il faut soyez patiente avec moi. Je vais faire beaucoup des erreurs de grammaire, prononciation, peut-être vocabulaire, mais j'espère que je peux faire moi croyable. Et bon. Voici ma collègue Dr. Émilie Pérez, qui travaille ici à l'Université de la Polynésie française et aussi dans l'archéologie, plus généralement dans la Polynésie. Donc, nous sommes ici pour présenter un projet qui a commencé officiellement en 2022 dans l'archipel de Mangareva, qui est un projet qui consiste en prospection des sites du 19e siècle et un programme des fouilles pour comprendre les transformations de la vie quotidienne durant la période quand les premiers missionnaires étaient stationnés dans la Polynésie, commençant dans les années 1830 jusqu'au changement de commencement du XXe siècle. L'idée était de comprendre le paysage, comment est-ce que l'environnement de l'archipel a transformé, qu'est-ce que les missionnaires ont introduit, et également qu'est-ce que les choses qui sont échangées entre les deux groupes. Parce qu'il y a l'évidence, par exemple, que la nourriture traditionnelle des Mangareviennes ont influencé la nourriture des missionnaires dans leur maison. Probablement cette carte c'est familière pour tout le monde ici, mais juste pour montrer, moi j'habite ici en Australie, à Sydney. Nous sommes ici à Tahiti et les îles Gambier sont dans le sud-est de la Polynésie française. Il y a plus que 1500 km de Tahiti aux îles Gambier. C'est un long voyage. Pourquoi Mangareva était le premier location d'une mission de longue durée des catholiques français? C'est pourquoi? Parce que dans le 19e siècle, à Tahiti, il y avait déjà les missionnaires protestants qui ont influencé la famille royale, etc., et qui ont poussé les catholiques de notre coin de la Polynésie. Et aussi, il y a une connexion entre l'Amérique du Sud, spécifiquement les villes importantes catholiques à Valparaiso, à Chili, et Lima, à Pérou, qui donnent des connexions pour les catholiques avec leur centre de pouvoir dans l'hémisphère sud. L'arrivée des missionnaires dans l'archipel de Mangareva était en 1834. Ils ont initialement s'installé dans le baie de Tokani, à l'île d'Akamaru, ici. Mais ils ont quitté l'endroit rapidement parce que c'est exposé des ventes de l'houle, la houle du sud qui peut être très fort dans le lagon de l'archipel. Et ils ont commencé à s'installer dans les autres endroits dans les îles. Le principal île dans l'archipel, c'est Mangareva. Avant, comme aujourd'hui, le village principal, c'est Rikitea.
Et il est là où, après la conversion de l'Akariki ou au chef Maputeoa, ils ont créé un type de petit village missionnaire avec un palais royal pour la famille du Maputeoa, mais aussi une grande cathédrale avec une évêcherie, un presbytère, une maison pour les prêtres et une maison pour l'oncle de Maputeoa, Matua, qui était autre personne importante dans le chefferie qui existait quand les missionnaires sont arrivés et qui a été donné une position importante dans l'Église quand les Mangareviens doivent être catholiques. En fait, avant la cathédrale, les missionnaires ont installé une église sur l'île d'Aucana, qui tu peux voir là, l'église de Saint-Raphaël qui existe actuellement aujourd'hui. En addition des constructions de bâtiments comme les églises, les chapelles, la cathédrale, etc., il y avait un programme de construction des écoles qui sont séparées par genre. L'école des garçons, c'est ici, le collège d'Anautiki à Aucana, et l'école des jeunes filles et le couvent qui est attaché étaient établis sur Roru, un district de Mangareva près de Rikitea. Et en addition, ils ont créé un paysage des maisons en pierre, on fait en corail, de temps en temps avec les pierres volcaniques, qui sont distribuées sur toutes les îles de Mangareva, Aucana, Akamaru et Taravai. Oui. Nous avons fait une prospection et inventaire des bâtiments qui datent de cette époque. Tu peux voir la majorité, plus que 50%, étaient ce type de maison. On va voir quelques exemplaires dans un moment. Oui, nous avons documenté, en fait, il faut faire une petite update. C'est 70 maisons en pierre qui existent toujours dans les îles et plus que 124 bâtiments qui datent du 19e siècle, qui est un paysage en fait remarquable dans la Polynésie pour la concentration de bâtiments de cette époque. En addition des maisons, il y a les bâtiments religieux, les anciennes cuisines, les puits ou les sources de l'eau, les bâtiments traditionnels qui sont comme par exemple les fosses mégalithiques que les Mangareviens ont construit pour la fermentation du mets ou fruits à pain, ou uru ici à Tahiti. Et oui, il y a quelques autres choses qui les missionnaires ont fait. Voilà, ce sont des exemplaires des bâtiments qui existent dans les îles. Il y a la cathédrale de Saint-Michel, qui est aujourd'hui le plus grand bâtiment dans l'archipel de Mangareva, utilisé par la communauté donc chaque dimanche pour les messes, mais aussi chaque jour, par exemple, ils font le vêpres, etc. Et il y a les églises dans les autres îles comme Akamaru, celui-là, en fait, qui était repeinté aujourd'hui. C'est l'église de Notre-Dame de la Pays à Akamaru. Les autres églises dans les autres îles sont utilisées de temps en temps pour les fêtes religieuses, par exemple, ou les messes spéciales, les cérémonies spéciales. Ici, c'est un exemple de l'architecture qui existe dans les écoles. Les grands bâtiments, normalement, où on peut trouver, par exemple, les chapelles, les espaces de travail, les salles de classe, etc. Et les étudiants ont le dortoir à la première étage.
Pardon. Façon le lagon, il y a les tours de guet, qui étaient, donc, dans les documents des missionnaires, ils disent qu'ils sont installés pour regarder les bâtiments étrangers qui entrent dans le lagon. Mais en fait, si tu regardes la localisation de tous les tours, ils sont facés à l'intérieur du lagon, qui est à dire, oui, tu peux voir les bateaux qui viennent des autres lieux, mais c'est aussi pour donner une fonction de surveillance de la population des Polynésiens, n'est-ce pas, pour regarder les gens qui voyagent entre les îles, qui travaillent dans le lagon premièrement pour la production des nacres, et ceux qui va et viennent entre les différents villages. Et finalement, un type de structure très important pour l'histoire de la nourriture dans la Polynésie, les fours à pain, les structures qui sont introduites par les missionnaires, mais qui doivent vraiment rapidement acceptées, installées par les Mangroviens dans leur village pour la production régulière du pain. Parlant de la transformation des paysages, ça c'est juste pour un exemple. Ça c'est le village habité par Père Laval et un groupe des Mangroviens dans l'île d'Akamaru, où on peut trouver l'église de Notre-Dame de la Paix. Et tu peux voir que la forme du village, c'est d'une croix, avec l'église au crux, entre les deux axes. Et il y a un groupe de maisons et autres structures historiques du 19e siècle qui sont sur l'axis, on peut dire. Oui, la ligne plus longue qui est de l'est à l'ouest. Et à côté montagne, il y a un fait, ça n'existe pas dans les base maps de GIS, mais il y a un autre chemin qui traverse vers la cimetière ancienne, où il y a les pierres tombales du 19e siècle. La majorité date à 1846-1848, quand il y avait les épidémies historiques qui étaient décrites par les missionnaires, avec les inscriptions en latin et Te Reo Mangareva, la langue mangarevienne, pas du tout en français, qui est intéressant pour imaginer la vie religieuse qui existait à cette époque, où probablement les services sont faits avec la même distribution, le même choix des langues. Et voilà. Maintenant, oui, ça c'est juste un autre point de vue pour regarder, bonjour, regarder les structures qui peuvent exister dans les maisons des missionnaires. Il y a l'église, à côté, une maison pour les prêtres, qui a aussi une cuisine, des latrines et un four à pain qui en fait été bougé quand ils ont installé un système de l'eau. Normalement, ça a été là, juste à côté de la cuisine. Et en fait, cette structure, c'est mon préféré dans toutes les îles. C'est fait de deux gros pierres volcaniques. L'un qui est coupé pour créer une surface pleine, et l'autre qui a la forme d'un grand dôme qui est placé sur la base pour faire le pain dans on fait un type de structure mégalithique avec la taille des pierres. Et voilà, avec ça, je vais échanger avec Émilie, qui va continuer à décrire la prospection et les fouilles que nous avons fait dans les sites différents. Yes. Ok, bonjour. Alors, moi, je prends la suite. Donc,
Là, on va faire un petit focus sur l'île d'Aokena, où nous avons travaillé pour faire d'abord un inventaire des structures. Et vous voyez un peu ici le plan en fait, des différentes structures de Aokena, qui est centralisé autour de ce bâtiment, qui est en fait le bâtiment de l'école des garçons. Et donc, c'est un bâtiment où on sait par les archives qui a été construit, qu'est-ce que j'ai fait, autour de 1850. Voilà. Oh non. C'est bon, c'est bon. Ah. Et donc tout autour de cette école, il y a une particularité, c'est qu'en fait on a retrouvé il y a beaucoup de structures de travail, notamment un très très grand four à chaud, donc un genre de haut fourneau de plusieurs mètres de haut qui est assez monumental. Un autre four à pain qui se situe un peu plus loin, vous voyez, de l'école, et la fameuse tour de guet qu'on vous a présentée plus haut. Et donc, tout ça pose un certain nombre de questions, notamment sur les circulations des enfants qui étaient donc séparés de leur famille, puisque à cette époque, la plupart des villages étaient sur Akamaru ou sur Mangareva, et donc qui était un genre d'interne, si vous voulez, à l'école. Et donc, on s'est demandé aussi comment on pouvait documenter cette transformation des modes de vie, notamment le fait de mettre au travail les jeunes enfants. On est en plein milieu du 19e siècle, une époque où en Europe, c'est très, très courant, en fait, de faire appel encore au travail des enfants. Et donc, voilà, c'est une des questions qu'on s'est posées. Alors, bon, juste brièvement, on a travaillé essentiellement en fouille à ouvrir des sondages de 1 mètre carré pour évaluer un peu le potentiel et pour pouvoir aussi comparer de secteurs, les différents secteurs, et notamment en termes de fréquence, d'objets, de types d'objets qu'on retrouvait, et de pouvoir les comparer entre eux. Donc, on a ouvert beaucoup de carrés de fouilles en fait, sur ce bâtiment-là, qui s'est révélé très intéressant. Et en gros, on a documenté les fondations du bâtiment, parce qu'on voulait savoir, donc, ces grands bâtiments corail, quelles étaient la profondeur de leur fondation. Donc là, on est à peu près sur du 1 mètre, 1 mètre 10 de fondation. Et sur différents types de mobilier retrouvés, qu'on développera un peu plus tard. Mais en gros, à l'école... Sans surprise, à l'école des garçons, on a retrouvé énormément, la plus grande fréquence, si vous voulez, de nacre, de fragments de nacre, ce qui montre que les nacres étaient travaillés et que l'école, telle qu'on l'imagine, à l'époque, c'était très différent d'aujourd'hui, évidemment, et donc c'était à la fois centré sur la lecture et l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais également sur le travail. Et à Mangareva, à cette époque, il y a un petit peu qu'un seul travail au sens actuel, un petit peu, c'est-à-dire c'est l'exploitation de la nacre. Ce qui est intéressant, puisqu'aujourd'hui, on est encore dans un archipel qui est largement dominé par l'exploitation des nacres pour la culture de la perle. Voilà, ce qui, à l'époque, était vraiment pour le coquillage, qui était utilisé au XIXe siècle dans plein de supports, en marqueterie, pour fabriquer des boutons, etc. Nous avons également documenté le four à pain. Donc, vous pouvez voir des photos ici. Donc, c'est une grande structure qui a encore sa grande meule en corail. Qui est posée sur le côté, et aussi une énorme pierre, en fait une roche qui était déjà présente, sur laquelle a été creusée, vous voyez, la fosse pour permettre justement à la meule d'écraser les denrées. Et donc ce four est aussi une documentation très importante parce qu'il montre qu'en fait, avec l'arrivée des missionnaires français, il y a aussi tout un pan de la culture qui se modifie, en tout cas une culture qui va amener notamment le pain. Vous voyez, aujourd'hui, on n'imagine pas la Polynésie sans la baguette, c'est pas possible. Et donc, c'est quelque chose qui a été introduit, notamment à ce moment-là. Et donc, l'importance de fabriquer le pain, il est très, très, très fort, parce que dans chaque île, chaque presbytère va avoir son propre four à pain. Vous voyez, donc à Okena, il est là. On vous a montré celui d'Akamaru. Il y en avait aussi à Mangareva et à Taravei. Donc, il était très important, en fait, que le pain soit préparé et cuit. Et comme c'est aussi un travail genré, c'était effectivement surtout un travail d'homme, qui est toujours d'ailleurs le cas. Les boulangers en France sont toujours très très souvent des hommes. Et donc c'est un travail qui se faisait déjà à l'époque. Et donc contrairement à tout ce qu'on a pu documenter à l'école des garçons, on a pu aussi documenter l'école des filles, qui se situe sur Mangareva, dans un espace qu'on appelle Rauru, dans le district de Rauru, et donc il y a une fonction assez différente. Là où on voit que l'école des garçons était en bord de mer, elle était assez ouverte. L'école des filles, au contraire, a été enclos par un grand mur, puisque c'est devenu ensuite un couvent, et dont l'accès était évidemment réglementé et uniquement réservé aux femmes.
et au directeur de l'école. Donc il y a 2 grands bâtiments principaux, hein, donc celui-ci qu'on n'a pas pu documenter à l'époque. Donc vous voyez, dans un état de délabrement très fort, il y a des arbres qui poussent à l'intérieur et sur les murs. Donc bon, là, il y a une mission qui est partie justement d'architectes des monuments historiques pour faire un diagnostic sur la stabilisation de ces monuments. Donc on est très très contents. Et donc nous, on a travaillé surtout sur celui-là qui était documenté comme étant partie une chapelle, partie probablement une salle de classe à l'époque. Et ici, c'était le dortoir. Donc il y a différentes structures aussi. Et là, par contre, on ne trouve pas de four à pain, donc ce qui est finalement assez logique, mais on trouve de très très grandes fosses à Popoe, hein, donc pour la préparation du mei, et donc qui sont encore visibles aujourd'hui et qui étaient utilisées tout au long de l'usage, hein, de cet espace. Et donc qui montre qu'il y a évidemment une continuité de l'alimentation traditionnelle, hein, par l'usage et la continuité de fabriquer, hein, le popoy malgré l'arrivée de nouveaux ingrédients, de nouveaux aliments comme le pain, etc. Donc à l'intérieur de ce bâtiment, voilà un peu comment c'est intéressant parce qu'on a dallage en corail, hein, tout est en corail, hein, tout est fabriqué en corail. Là, vous avez une grande structure brûlée, donc probablement un incendie, hein, à un moment donné de l'histoire. Et en fait, surtout, je ne sais pas si vous voyez, mais on a des traces de peinture tout autour, avec des amphores en haut et des colonnes grecques qui se voient peut-être un peu mieux à la lumière du jour, et donc qui rappellent, vous voyez, toute cette décoration, toute cette culture classique, en fait, de l'Antiquité classique qu'on ramène et qu'on instaure ici. Voilà, et avec une vue justement, hein, de la fosse à Popoe, qui est donc placée au milieu de la clôture. Alors dans cette école, donc, on n'a pas trouvé de nacre du tout, pratiquement, enfin très peu, comparé à l'école des garçons. On a eu de toute façon retrouvé assez peu de matériel, donc on a ouvert, vous voyez les petits carrés, à l'extérieur du bâtiment. Il n'était pas possible pour des raisons de sécurité de rester à l'intérieur, vu que le toit menaçait de s'effondrer, et en fait il s'est effondré là il y a quelques semaines. Donc on est resté plutôt à l'extérieur, et on a documenté également donc, les murs de fondation aussi, pour retrouver un peu, voilà, ce sont des grands bâtiments massifs qui sont construits sur des bases, des fois c'est du sable en fait, hein, donc on voulait un petit peu documenter tout ça. Et on a fouillé à l'extérieur, en fait, contre le mur, et on a surtout retrouvé des matériaux de construction, comme ces clous en cuivre, en fait, que vous avez en bas à gauche. Et en fait, voilà ça en gros pour l'histoire, hein. On a ouvert le sondage juste devant la porte d'entrée, et en fait, à un moment d'abandon du bâtiment, vous imaginez que la porte, elle a fini par tomber, le bois s'est décomposé, et donc seules les charnières et les objets, le métal s'est conservé, et on a retrouvé ces petits clous en cuivre, en fait, qui sont vraiment datés du 19e siècle, qui faisaient un petit peu, voilà, qui s'étaient propagés dans cette couche. Donc ça, c'était vraiment, vraiment très, très intéressant. Et voilà. Et donc on a documenté toute une couche d'abandon, en fait, hein, de cette époque-là, qui date un petit peu, complète l'abandon de ce monument. Alors ces 2 monuments, les 2 écoles ont continué, hein, même après le moment où elles ont fermé leurs portes, hein. L'école des garçons, je crois que c'était au début du XXe siècle. L'école des filles, il y avait encore un couvent, donc il y avait encore des sœurs qui vivaient au début du XXe siècle. Mais ce sont des bâtiments qui ont continué à connaître une circulation et continuent à être visités, hein. Donc on a retrouvé des pièces de monnaie des années 30, des années 20, même des années 80, hein, donc qui montrent quand même qu'il y avait évidemment une circulation après l'abandon, ou que ces bâtiments pouvaient avoir aussi un autre usage. Voilà. Et en fait, un troisième espace qu'on a documenté, ce sont les maisons, donc Te Arepoatu, et qui sont en fait, vous voyez, dans différents états de délabrement, puisqu'elles sont évidemment donc là sur des parcelles privées, sur des terrains, dans la brousse. Certaines d'entre elles ont été restaurées pour être habitées, hein, encore aujourd'hui, mais l'immense majorité sont plus ou moins dans cet état. Donc elles ont toutes à peu près le même plan, hein, vous voyez, on a une porte centrale, flanquée de 2 fenêtres. En fait, on retrouve un peu ce modèle de la maison un peu normande, et quand on va au Picpus à Paris, puisque les prêtres étaient de Picpus, et donc ils étaient d'origine, enfin en tout cas sur leur congrégation à Paris, on retrouve un peu cette même architecture de bâtiments simples, sans étage, avec généralement qu'une seule pièce, mais parfois une cloison. Et donc certaines maisons comme celle-ci ont été retapées et habitées. Alors généralement, elles sont retapées au milieu du XXe, c'est souvent les grands-parents de la génération d'aujourd'hui, ou
parents de la génération d'aujourd'hui qui ont fait un petit peu, voilà, qui ont mis, vous voyez, des fenêtres, qui ont installé, etc. Donc on en a documenté quelques-unes et c'est très intéressant de voir comment les gens se sont réappropriés en fait parfois cette façon d'habiter, comment ils ont mis des maisons au PH ou de maisons en bois, des pharés collés à ces pièces-là. Et alors, juste pour donner 2-3 infos, voilà, on en a fouillé une trentaine de maisons, des haricots et tout. Et donc ici, voilà, ça c'était la maison des deux sœurs, donc c'est le nom un peu local des deux maisons qui aurait servi à un moment donné aux sœurs de Rauru quand elles venaient à Akamaru, parce que ce sont surtout des maisons d'Akamaru qu'on a fouillées dans le village. Et donc là, on est tombé sur les poubelles en fait de la maison. Donc on avait des couches et des couches de coquillages, de grands coquillages comme des mawas, des 7 doigts, des turbos. On avait un peu beaucoup de nacre, des fragments d'objets, de la vaisselle cassée. Enfin voilà, on est vraiment très très contents parce qu'en archéologie, on est très heureux de tomber sur les poubelles généralement, parce que ça apporte plein d'informations. Et une autre maison, alors vous voyez, on a surtout documenté les fondations en fait. La maison avait disparu en surface. Et donc là, on a découvert une sorte de cet objet, c'est un fer à repasser ancien, qui est gravé, et surtout qu'il y avait une inscription qui indiquait qu'il provient d'une fabrique du Massachusetts. Non, à chaque fois je me trompe. Pennsylvanie, voilà. Donc c'est américain, c'est un objet qui vient de Pennsylvanie, vous voyez, et donc qui atterrit là à Mangareva. Et donc ça, c'est quand même très intéressant pour les circulations et notamment les échanges dans le début de la mondialisation. Ah oui, et une autre maison sur laquelle on a aussi documenté les fondations, mais surtout, on va dire que c'est un peu notre trouvaille, trouvaille majeure, même si on n'aime pas trop la chasse au trésor quand on est archéologue, on parle beaucoup des transformations sur le long terme, etc. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir. Et donc, du coup, là, on a trouvé une monnaie, qui est une monnaie en argent, une monnaie chilienne, et qui est datée de 1870 et qui montre vraiment donc voilà, dans le coin de la maison, là où vous voyez le petit carré. Et donc ça montre aussi toutes les relations avec le Chili, très importantes, puisque Valparaiso était la base arrière, un peu, que ce soit des membres de la congrégation, mais de beaucoup de commerçants, beaucoup de navigateurs qui venaient de France s'arrêtaient d'abord à Valparaiso avant de venir. Et donc ça montre en fait à l'époque, par cette culture matérielle, un petit peu toutes les relations en fait, qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Un autre exemple, alors ça c'est une maison un peu particulière parce qu'elle avait 2 entrées. Vous voyez, elle est très bien décorée, elle a une petite couronne sur en chaux. On a des décorations comme ça, il y a une cloison au milieu. Et donc ça, ce sont des maisons qui étaient souvent peut-être, on se dit, probablement habitées par des personnes un peu plus importantes, même si on ne sait pas si on doit parler d'une élite réellement, mais en tout cas plus soignée. Elle avait 2 pièces séparées et surtout dans cette maison, on a trouvé tout un tas de ces objets-là, qui sont en fait ce ne sont pas des clous, ce sont vraiment des énormes pics, en fait, des sortes de pieux, quoi, vous voyez, en métal, qui servaient probablement pour la taille de pierre, ou en tout cas la taille des dalles de corail, ainsi que 2 petits crucifix portés en pendentif, que vous voyez là, et donc celui de gauche, il portait l'inscription « Souvenir de mission », donc on sait que ça, ce sont des crucifix qui souvent étaient distribués, vous voyez, à l'époque, aux missionnaires ou même aux convertis, sous une forme de cadeau, etc. Et aussi, également, on a retrouvé, alors assez peu, mais on en a retrouvé plusieurs, ce sont des objets qui étaient déjà utilisés à l'époque pré-européenne, donc à l'époque traditionnelle polynésienne. Et donc, on a par exemple cet exemple de grattoir, donc en nacre, qui est taillé, qui a été retrouvé vraiment au fond de la couche, dans la couche de l'usage de la maison, au milieu d'autres objets du 19e siècle. On a retrouvé aussi des fragments d'hameçons, par exemple, et donc ce qui montre aussi une perpétuation d'usage de certains objets à cette époque-là. Évidemment, tout ne se termine pas, il n'y a pas de rupture violente et brutale entre à l'arrivée des missionnaires, tout change, bien sûr que non. Ça, c'est quelque chose qui va se faire de manière beaucoup plus sur la longue durée. Voilà, donc je vais redonner la parole à James pour l'analyse des artefacts. Voilà, 54 kilos.
Donc, nous avons fait des analyses préliminaires de la majorité des artefacts que nous avons trouvés dans nos fouilles et aussi dans la surface des sites, quelque chose qui peut-être peuvent intéresser les archéologues ici, c'est une question taphonomique où nous avons trouvé combien, je ne sais pas, 600, 700 fragments de céramique, de vaisselle ancienne, faïence, porcelaine. Et la majorité ne sont pas dans nos fouilles, sont sur la surface de terrain. Et ce n'est pas clair pourquoi est-ce qu'il y a cette distribution des matériaux. Mais oui, nous avons trouvé plus que 54 kg des artefacts. Tu peux voir la majorité sont les coquillages. Et ça, c'est un peu... il y a le coquillage et le nacre, mais il y a les nacres dans la catégorie des coquillages parce qu'ils étaient en train d'être analysés par un spécialiste ici, Gabriel Traversa. Et donc, il y a aussi beaucoup de verres, beaucoup de céramiques, le métal comme les clous, mais aussi les objets comme les marmites, par exemple. Les os qui incluent les os de poisson et les os d'oiseaux qui encore sont en train d'être analysés par un spécialiste ici, Vahine Ahura. Et oui, on attend les résultats de ces analyses spécialisées. Mais oui, je vais faire une petite discussion sur les différents types d'artefacts que nous avons trouvés dans l'archipel mangrovéen. Les objets en métal, la majorité, la grande majorité, sont les clous, comme tu peux voir ici. Il y a les clous en métal et les clous en cuivre. Ceux qui sont en cuivre sont tous faits à main par un forgeur, c'est ça? Forgeant. Oui, je laisse. Vous avez compris. Les clous qui sont en fer sont une mixture des types. Il y a quelques-uns qui sont faits à main, comme celui en cuivre, mais il y a aussi les clous plus récentes qui sont comme le type que tu peux trouver à Sosimat. Et oui, il y a les autres objets, quelques fragments des marmites ou autres types de vaisselle et quelques utiles et autres types d'objets. Le verre, la majorité, c'est composé des bouteilles et la majorité des bouteilles sont les bouteilles d'alcool, qui en fait n'est pas une grande surprise. Ça, c'est tous de la maison des missionnaires à l'église de Notre-Dame de la Paix en Akamaru. Tu peux voir, ça sont toutes les différentes catégories des bouteilles qui incluent des bouteilles de gin dans une bouteille carrée qui viennent des Pays-Bas à cette époque. Les bouteilles donc c'est pas vraiment champagne, mais on dit type champagne pour les archéologues. Les bières, et nous avons trouvé dans les autres endroits les exemplaires des bières importées des États-Unis. Et le rhum et les autres types de bouteilles. Mais il y a aussi les plus petites bouteilles, comme tu peux voir à droite, qui incluent celui-ci. C'est au milieu, c'est Davis Vegetable Painkiller, qui est un type de médicament produit dans les États-Unis, commençant dans les années 1840. Et en fait, ce type de médicament, ce n'est pas vraiment médicament, n'est-ce pas, de cette époque. C'est avant l'existence
d'administration des drogues et nourriture qui existent aujourd'hui. Et les ingrédients sont en fait l'alcool et opium, normalement. Et oui, tu peux boire ça, tu sens bien, mais ce n'est pas à cause de traiter tes symptômes, c'est juste pour... oui, c'est ça. Et l'autre bouteille assez spéciale que nous avons trouvée, c'est celui à droite qui est une bouteille de parfum importée de la France qui vient d'une marque Roger Gallet qui existe encore aujourd'hui, qui existe toujours, pardon-moi. Et qui représente enfin les échanges internationaux, la mondialisation et la création d'une culture de consommation dans les îles. Et voilà, ça c'est juste pour représenter la distribution des bouteilles, pour dire ils sont dans tous les sites, tous les types de sites, dans les hautes quantités, particulièrement à l'école des garçons, la maison des prêtres à Kamaru et dans toutes les maisons mangaréviennes que nous avons fouillées. La céramique, c'est intéressant parce qu'il y a cette histoire dans la Polynésie pour les sites qui datent du 19e siècle, les bols, par exemple, sont plus communs parce que c'est une adaptation à une nourriture où il y a beaucoup de soupes et les sauces et les choses comme ça, les liquides, la nourriture plus liquide. Mais à Mangareva, en fait, ce n'est pas le cas. La majorité des vaisselles sont les assiettes, etc. Et il y a les autres types. Les bouteilles ou les jarres, normalement, c'est un autre type en anglais on dit stoneware, qui est un autre type de bouteille qui normalement a l'alcool ou les boissons soft. Et aussi, il y avait un fragment d'un type de vaisselle qui normalement a les sauces chinoises. On peut dire jarre de sauce soya, mais en fait, ou pot de sauce soya, mais en fait, ils ont utilisé ce type de jarre aussi pour les produits comme la sauce d'huître, la sauce de poisson, etc., etc. C'est tous les types de sauces asiatiques qui existent toujours. Les céramiques qui ont les marques des fabriques de faïence sont intéressants parce qu'ils indiquent que les gens étaient utilisant les faïences français et anglais ou britanniques, on peut dire, parce qu'ils ont fait ce type de céramique ironstone en Écosse et dans la Galles. Mais il y a aussi beaucoup de marques françaises bien connues comme J. Vieillard de Bordeaux, qui tu peux trouver dans les sites archéologiques en Calédonie, par exemple, dans les sites associés avec le bagne. Et Guillaume, je ne suis pas sûr si tu as... Oui, c'est aussi dans les Tuamotu, par exemple. Et voilà, c'est-à-dire probablement les gens sont en train d'échanger tous les matériels qui sont disponibles dans les bateaux qui ont visité les îles. Il n'y a pas une préférence pour les produits français ou anglais, par exemple, qui est différent que l'évidence qui existe pour Nouvelle-Calédonie, où il y a une trajectoire un peu plus... comment est-ce qu'on peut dire, patriotique, n'est-ce pas, une préférence pour les choses françaises durant le cours du 19e siècle. Ça, c'est juste pour montrer la distribution des poteries où nous avons trouvé les marques
des fabriques. Il y a Vieillard à Bordeaux, mais aussi Digoin, Creil-Montreux, Sarreguemines et Moulin-des-Loups qui sont distribués dans toute la France. Et juste les exemplaires des vaisselles qui sont produits à l'époque. Finalement, les NAC, comme on a dit, les NAC sont cultivés comme produits pour le coquillage même, qui était utilisé pour maquetterie, boutons, etc. Mais il y a un biproduit qui est le korori, n'est-ce pas? Que les gens probablement avaient mangé, mais nous n'avons pas l'évidence directe. La présence des NAC, c'est vraiment élevé dans les sites de l'école des garçons à Ocana. Et bon, une partie de notre projet, ce n'est pas que les missions scientifiques, la recherche, trouver les choses intéressantes dans nos fouilles. C'est aussi un aspect de l'archéologie dans la Polynésie qui s'engage avec les communautés dans les îles. Et un des sites que nous avons fouillé, ça c'est le tour royal du palais de Maputeoa et sa famille, où nous avons fait un jour où les élèves de l'école, qui est toujours au bord de cette tour, ont l'opportunité d'avoir un jour comme archéologue. Et ça, il y a beaucoup de participation, beaucoup d'enthousiasme pour cet projet avec les élèves de CM1, CM2 qui tu peux voir ici. Et ça, c'est aussi une partie importante de notre projet, c'est collaboration, pas que avec les écoles, le collège, mais aussi avec l'association culturelle Te Anapanga Mangareva, qui est partenaire dans notre projet. Ah oui. Et finalement, une question que nous avons écouté beaucoup de temps dans l'île, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Après le programme de fouilles, c'est fini. Et en fait, il y a une grande possibilité pour un programme de la conservation des bâtiments dans les îles parce qu'il y a, comme on a dit, plus de 100 ruines, bâtiments ruinés. Et il y a quelques-uns qui sont vraiment dans une bonne condition et quelques-uns qui ne sont pas. Et normalement, le processus plus dangereux pour les bâtiments, c'est ça, c'est les plantes qui croient dans les murs et qui poussent les racines. Et ça peut casser la maçonnerie et ça poser un problème pour le futur. Mais oui, quand nous sommes visitants à Mangareva la semaine passée, il y avait une équipe des architectes qui ont arrivé pour faire un petit programme de, comment dit-on? Diagnostic, c'est ça. Un petit programme de diagnostic pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et en fait, ils sont optimistes qu'il est possible d'éviter l'herbe et stabiliser les murs. Et voilà, ça c'est le futur. Et après la stabilisation des bâtiments, nous avons discuté aussi le gros potentiel pour la patrimonialisation des ruines et des autres vestiges du 19e siècle pour la communauté, la possibilité de développement de tourisme culturel ou tourisme historique.
Et oui, il y a beaucoup de possibilités, mais on ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il faut discuter ça avec la communauté qui reste toujours à Rekitea et dans les îles. Et voilà, ça c'est le fin de présentation. Il faut dire un grand merci au Maro Inui, à nos collègues dans les îles, particulièrement celui-ci, Albert Hugues et Mama Tepa, qui sont les grandes championnes de notre projet pour les années. Et oui, c'était un grand honneur de faire ce travail et d'apprendre l'histoire de cet archipel et son patrimoine. Donc, merci, Maro Inui, Maururu. Et oui, si quelqu'un a des questions, nous sommes heureux de les avoir. Merci. Et, je suis désolé, il faut passer le micro parce qu'il y a les gens qui sont en ligne. Et, ouais. Merci pour la présentation. J'ai juste une question par rapport à l'école des filles. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qu'elles faisaient, puisqu'on a une idée des garçons, mais du coup, il y a peut-être un flou à ce niveau-là. Oui, alors merci pour la question. En fait, on a beaucoup d'archives, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on a les archives du journal d'un des frères bâtisseurs qui s'appelle Gilbert Soulier, qui sont éditées, et les archives du Père Laval, puis d'autres archives missionnaires. En fait, alors c'est intéressant parce que ça a commencé comme une école de filles. Ça a commencé comme un projet de faire une école un peu pour les filles sur le modèle des écoles un peu campagnardes et rurales qu'il y avait en métropole à cette époque. Et donc, généralement, l'apprentissage était centré sur la lecture, l'apprentissage de la culture catholique, l'apprentissage de la Bible, la lecture et l'écriture. En fait, normalement, l'école aurait dû se développer très très vite, mais il y a eu un naufrage, si vous voulez, quelques années après la construction de l'école. Il devait y avoir le retour de l'archevêque qui venait notamment avec presque une vingtaine de sœurs françaises et qui venaient notamment pour faire l'apprentissage des jeunes filles et avec l'idée que ça devienne un couvent. Et en fait, ce bateau n'est jamais arrivé à Mangareva, il a fait naufrage et il n'y a plus jamais eu aucun projet particulier ou pour développer cet espace. On sait qu'à partir du moment, dans les archives, ça on en parle beaucoup, c'est qu'à partir du moment où il y a cette image que de plus en plus de femmes en fait, sont attirées par cette vie-là, parce qu'on observe qu'à un moment donné, il y avait presque 80 jeunes femmes qui s'étaient volontairement portées volontaires, en tout cas c'est ce qui est indiqué, pour vivre donc, dans la communauté, donc séparées des familles, dans la clôture, et que ça avait créé une espèce de fantasme masculin très très fort, des navigateurs qui arrivaient et donc qui se plaignaient qu'ils n'avaient pas accès en fait aux femmes et qu'ils étaient très étonnés qu'une Polynésienne puisse être une sœur. Donc voilà, il y a le docteur Lesson qui en parle en 1842, qui lui-même fait un peu la chasse. Il va chercher pour voir si vraiment c'est des vraies sœurs ou si c'est encore, si c'est quelque chose qui est construit, etc. Et donc voilà, donc il y a tout un discours qui est hyper intéressant en fait à analyser sur le manque d'accès au corps des femmes dans ces moments-là, sur le fait de renvoyer toujours la femme polynésienne à cette image en fait de la femme sexuelle, qui était un discours très connu dans le Pacifique, etc. Et donc, voilà. Après, sur leur vie quotidienne, malheureusement, on sait qu'elles étaient autonomes parce qu'elles avaient un faapou, donc elles faisaient pousser différents types de plantes alimentaires, qu'elles faisaient le popoy, elles préparaient le popoy, c'était sous leur responsabilité. Voilà, plus ou moins, voilà, un petit peu. Si j'ai pu répondre. Oui, quelque chose qui est intéressant, qui n'est pas, on n'a pas l'évidence dans l'école des filles, c'est la question de tissage. Quand les missionnaires sont arrivés, ils ont presque immédiatement commencé à planter le coton
et à faire le tissage, mais le tissage était fait par les frères tisserands qui ont leur propre maison et atelier à côté de la cathédrale de Saint-Michel. Ça, c'est un peu différent. Par exemple, tu peux faire une comparaison avec les missionnaires protestants dans les autres endroits en Océanie, où, par exemple, les activités comme la boulangerie et le tissage sont women's work, n'est-ce pas? C'est le travail normalement de la femme de missionnaire pour faire ce type de choses et pour enseigner les insulaires dans ce type d'activité. Ça, c'est une différence entre les différentes missions qui existaient. Et du coup, pour rebondir avec ce qui a été dit, on peut peut-être, c'est une hypothèse, imaginer que ce qui a tellement attiré ces femmes à rejoindre cette école, c'est aussi le fait d'être protégées du coup de, je sais pas, des hommes, des missionnaires et autres. Mais je sais pas si ça, ce serait peut-être plus des études sociales du coup qui auraient plus d'informations. Merci. Oui, c'est absolument vrai que l'idée c'est d'installer les jeunes filles dans pas vraiment la montagne, mais en haut, avec un mur. Et en fait, nous avons trouvé avec les architectes l'année dernière 7 bâtiments. L'autre côté, c'est le côté qui face la mer, 7 côtés du bâtiment. Les fenêtres, la base des fenêtres, c'est comme ça, avec l'extérieur plus haut que l'intérieur, parce que ça laisse la lumière d'entrer dans le bâtiment, mais il bloque les hommes de voir l'intérieur du bâtiment. C'est dingue. Autre question? Merci aussi pour cette présentation. Moi, je m'interrogeais sur le fait que les écoles, est-ce qu'elles ont été bâties au même moment? Donc, autant prioriser l'une que l'autre pour les garçons et les filles ou pas? Donc, je suis en train de faire souvenir de livres de Soulier, mais je pense qu'ils sont plus ou moins construits au même temps. Le collège d'Anautiki, l'école des garçons, était commencé en 1853 et fini en 1858. L'école des filles, c'est commencé au fin des années 1840 et fini au commencement des années 1860. Oui, c'est contemporain. Oui, en fait, au départ, avant de voir ces bâtiments-là en pierre, il y avait d'abord des phares en bois. Voilà. Et eux, ils ont été construits assez rapidement. Et en fait, on voit que dans les journaux, c'est un projet qui suit plus ou moins au même moment sur ce modèle des écoles de congrégation. Enakoto, donc je me présente, Payamara Firmin, secrétaire général de la commune des Gambiers. Donc merci James pour... J'étais pas là parce que je rentre de France. Juste pour compléter un peu sur l'introduction que vous avez faite, ce qui a facilité l'installation des missionnaires catholiques, c'est dû à une prophétie d'une ancienne prêtresse qu'on avait qui s'appelle Toapere. C'est la navette communale que vous avez vue. Parce qu'elle a prédit 200 ans avant l'arrivée des missionnaires que 2 personnages arrivaient au bateau pour apporter la bonne nouvelle. Mais on ne parlait pas des catholiques. Et c'est ce qui a dessiné, en fait, on n'a pas parlé de quelque chose qui est important quand même pour le Montgarivien, à part les autres baptistes, c'est l'Arc de Triomphe, qui est un peu plus haut. Il y en a 2 à Rikitea. L'Arc de Triomphe, c'est celui qui est un peu plus haut. Oui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est une petite précision. Et lorsque les missionnaires catholiques sont arrivés, ils ont quand même dessiné pratiquement autour de la cathédrale, c'est-à-dire la mission de la foi qu'ils avaient, c'est-à-dire la petite parisienne qu'on appelle. Parce que nous sommes la seule île où il y a une cathédrale à part Papeete, parce que même celui de Papeete, c'est les Montgariviens aussi qui...
qui l'ont construite aussi en partie, et le phare de Mahina. Donc voilà, c'est important que ça soit précisé. Donc même si on disait qu'il y avait les protestants, voilà l'autre acte de triomphe, elle a son importance. Parce que pour nous, les Montgaréviens, on est nés sous l'Arc de Triomphe. On n'a pas besoin de partir à Paris. Voilà. Et on est le berceau du catholicisme. Ça, c'est important aussi. Je voulais remercier la mission parce que le Montgarévien, vous voyez, il a quand même abandonné ses vestiges, qui a son importance. Mais elle a aussi son histoire. Tous les autres bâtisses, c'est dû au foncier, le problème, parce que tous les propriétaires, il y a encore ces problèmes d'indivision. Et après, la plupart des sites appartiennent quand même au Kamika. Donc, et lorsqu'on a rénové la cathédrale en 2011, donc le Kamika avait demandé encore, parce qu'elle a été classée au patrimoine historique et culturel de la Polynésie française déjà en 2002, ensuite elle a renouvelé. Et après, je crache sur personne. Je dis simplement que le Montgarévien, il doit retourner un peu à la source. C'est important, hein, c'est la question de la faim. Et si elle ne s'intéresse pas, elle va tout disparaître. Par contre, nous les jeunes Montgaréviens, on n'a pas l'explication pourquoi nos ancêtres aussi ont laissé ces bâtisses dans cet état. Alors qu'on a très bien conservé la cathédrale. Donc, tout ce qu'il y a autour, mais ils se sont effondrés. Et ça, c'est un peu triste pour le peuple montgarévien. Nous, ce qu'on attend quelque part, parce qu'il y a le phare tisserand aussi, donc j'aime se parler, mais après, il y a la culture montgarévienne aussi. Dans le livre de Soulier, donc il disait aussi que les Montgaréviens, quand ils sont arrivés la première fois ici à Tahiti, les Tahitiens avaient du respect envers eux parce que c'était les premiers qui portaient les pantalons. Et ils arrivaient, on les accueillait comme des rois parce que voilà, c'était les premiers à être habitués à la culture européenne. C'est parce qu'elle a attendu longtemps aussi. Sur l'histoire des tatouages montgaréviens, nous n'avons pas d'histoire de tatouage. Le Montgarévien n'est pas tatoué. Elle est tatouée entre la période où Toapere a lancé la prophétie et après c'est la croix. C'est une croix inversée qui est tatouée, ça vous retrouverez plus de données. C'est-à-dire que les Montgaréviens, ce ne sont pas des parleurs, hein, ils ne parlent pas beaucoup. Mais ils se transmettaient que. Mais pour garder la prophétie, ils se sont simplement tatoués. Pour garder jusqu'à l'arrivée. Les protestants sont arrivés, les premiers, au Gambier. Mais ils ne sont pas restés. Parce qu'à l'époque, à Tahiti, ils n'étaient pas cannibales. Hein. Au Gambier, ils sont cannibales. Ils étaient cannibales quand ils sont arrivés. Donc voilà, c'est juste pour apporter des petites précisions, pour compléter un peu. C'est important que vous sachiez, parce qu'on parle de mon île quand même ce soir. Donc j'apporte des précisions. Et vous avez les salutations du maire qui n'a pas pu venir ce soir. Voilà, merci beaucoup. Maro Inui, tonton, et oui, il faut dire aussi, quand les Montgaréviens étaient arrivés en Tahiti, il était pour construire la cathédrale de Papeete, et construit par les Montgaréviens, qui étaient envoyés par l'Église catholique dans les années 1870. Un cadre de 70 Montgaréviens était dispatché, envoyé ici pour faire la construction de l'église. Oui, à propos de la question qui était posée sur les sites, en fait, le projet des missionnaires est un projet religieux. Hein. Ils sont allés là-bas pour apporter l'évangile. Donc, toutes leurs constructions ont été faites en vue de l'évangélisation. Et Rourou, hein, c'était une communauté, c'était en vue d'un couvent de sœurs. Et une des activités, c'était l'enseignement, évidemment. Le collège des garçons, c'était un séminaire. C'était pour préparer des prêtres, hein, pour préparer des vocations. Donc l'isolement a été un peu cela. Hein.
Les garçons étaient sur une île, c'était d'accès difficile. Rourou, donc on a mis toute une clôture, hein, pour séparer. Il y a aussi toute une symbolique de la séparation du monde païen et du monde chrétien. Il y a ça qui joue aussi là-dedans. Alors, c'est important à avoir cela, parce que la société aussi s'est progressivement christianisée, à ce que je pense que les missionnaires ont apporté une stabilité. Ils ont apporté une stabilité. Les gens vivaient dans la peur. Hein. Bon, on a dit qu'ils étaient cannibales, hein. C'est vrai. Et ils vivaient dans la peur. Et finalement, avec la conversion des mœurs, la conversion de la foi, cette peur a disparu. Ce qui a permis à la population d'adhérer à la foi. Et la population s'est retrouvée, s'est reconnue dans les missionnaires qui étaient là. C'est ce qui s'est passé aux Marquises aussi. C'est pourquoi les Marquises se sont convertis en bloc comme ça. C'est parce qu'ils ont retrouvé dans les missionnaires des gens qui vivaient avec eux et qui faisaient un peu cause commune avec eux, qui les défendaient par rapport au pouvoir politique, hein, au pouvoir qui était là, et qui les détruisait au fur et à mesure. Donc, dans ces projets-là, voilà, il faut avoir ça en tête pour analyser, essayer de comprendre un peu l'ensemble des sites. Hein. La cathédrale, d'après ce que j'ai entendu dire, qu'elle était construite sur un marais. Mais je ne sais pas si c'est exact ou pas. Oui, voilà. C'est un moment, une christianisation d'un lieu païen. Hein. L'Église a toujours fait ça. Depuis le début de l'évangélisation, on a toujours repris les anciens sites et on les a christianisés. Hein. Oui. Alors, j'étais un peu surpris. Deux petites questions. Dans ce que vous avez trouvé, les charbons. Hein, dans les ça, il venait d'où, ce charbon? C'est du charbon bien du charbon de bois? Charbon de bois. Ah, bon, ça va. Oui, c'est OK. ça. Hein? Oui, d'accord. Oui, parce que ce n'est pas la même chose. C'est dans tous les sites où les gens ont brûlé les bois et tu trouves les petites pièces. De temps en temps, c'est plus gros quand il y a, par exemple, un four à l'extérieur ou quelque chose comme ça. J'étais aussi surpris. Vous n'avez pas trouvé de carcasses d'animaux, de cochons et des choses comme ça? Des squelettes? Parce que vous avez trouvé, ce sont des petites pièces. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas trouvé des choses plus importantes? Non, normalement, dans les maisons, la majorité des os sont les os de poissons, les os d'oiseaux, pas beaucoup de cochons. Et dans les maisons mangroviennes même, normalement, les fragments sont plus fragmentés à cause de la différence dans le type de nourriture que les gens ont fait. Ah oui, c'est ça. Je suis un peu surpris. Enfin, ils ont construit toutes les routes aussi. Hein. Ça s'est passé aux Marquises aussi. C'est les missionnaires qui ont tracé les routes, hein, et qui ont lancé les routes. Hein. Et là-bas, dans l'île à Camarou, ben oui, on voit on perçoit les anciennes routes en pierre, hein, en bloc de pierre, en bloc de corail. Hein. Oui, et il y a toujours, par exemple, les traversières à Mangareva qui étaient originellement établies par les missionnaires pour passer de l'un côté de l'île à l'autre. Et oui, ça existe toujours et c'est une autre partie du patrimoine pour les Mangareviennes qui continuent à utiliser ces anciennes routes. C'est ça. Voilà, merci. Pour compléter ce que M. disait sur la foi, c'est pas la cathédrale en soi. Pour le Mangarevien, c'est pas la cathédrale, c'est le symbole. Mais le rôle de conversion du Mangarevien s'est joué dans le district de Takou, à l'église Saint-Joseph de Takou. C'est là où, parce qu'il fallait convaincre le roi, Maputeo. Donc c'est là,
En fait, il a choisi Taku parce que dans l'histoire, son aïeul, Apeiti, avait fait la guerre parce qu'il y avait des guerres de tribus, donc de chefferies. Donc ils ont fait beaucoup de mal à ce district. Donc quelque part, pour pardonner un peu ce qu'ils ont fait, il a choisi Taku pour pouvoir se baptiser au catholicisme. Et donc c'est le premier Polynésien qui s'est convaincu. Et tous les Mongaréviens ont suivi. Donc elle a une valeur symbolique. Et après, elle a son importance aussi sur notre drapeau mongarévien. Donc vous avez déjà vu le drapeau mongarévien, il y a 5 étoiles. Ce n'est pas Mongareva qui est au centre, c'est Temoe qui est au centre, l'île de Temoe. Parce qu'avec les disputes et la population de Taku est partie, donc il y avait le roi qui l'a chassé, c'est Tupou, le roi Tupou. Quand il a chassé le roi Tupou, Tupou est parti au Tonga. C'est la famille Tupou alors qui est à Tonga. Donc voilà, et la plupart des Mongaréviens, on n'a pas de trace exactement où ils sont enterrés. Donc la plupart sont enterrés à Temoe. Et c'est les seuls vestiges du passé qui nous restent, parce que notre plus grand marais, c'est là où on a implanté la cathédrale Tekeiga. C'est triste pour certains parce qu'il y a une double version, mais je ne rentre pas dans ce débat. Je respecte la décision que mes ancêtres ont dessinée pour nous aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a beau à remonter, il y a beaucoup d'idées. Et le Kamika, on a souffert beaucoup aussi. Donc non, on va laisser le passé au passé. Et on va essayer de garder un peu l'histoire, ce qui reste. Mais par contre, j'ai un message pour le Kamika, puisqu'elle est représentée. Donc il faut peut-être préparer des dossiers, des demandes de financement peut-être auprès du pays. C'est au Kamika de faire la demande. Hein. Donc les bâtiments lui appartiennent. Donc voilà. Ouais. Oui, mais c'est important quand même, on en parle. Puisque à la fin de votre conférence, vous avez précisé que faire de ces bâtiments. Autant mieux demander à qui de droit. Parce que c'est compliqué. Et comme vous avez parlé des cimetières, en fait, j'en profite pour montrer en fait on a repris en élévation. Donc ça, c'est un des premiers cimetières catholiques, c'est à Kamaru. Et donc, vous voyez, on a différentes typologies de pierres tombales, et comme le précisait James tout à l'heure, en fait, les gravures, en fait, les textes indiqués sont en Remangareva et en latin. Et ça, c'est très intéressant aussi. Par rapport à la circulation des langues, des savoirs, la place du latin, etc. dans la communauté. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui. Merci à tous pour la présentation. Je rebondis sur le plan que tu montres, Émilie, là, du cimetière. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce cimetière de Akamaru, on a un schéma d'organisation des tombes qui est en fait très différent de ce qui va arriver quelques années plus tard au Tuamotu. Parce que partout dans les atolls des Tuamotu, on va avoir des plans de cimetières qui vont être partitionnés avec une vraie organisation spatiale, une allée centrale. Et d'un côté, la partie où on a les gens qui ne sont pas baptisés, de l'autre côté les gens qui sont baptisés, un espace qui va être réservé pour les enfants non baptisés, etc. etc. Et c'est intéressant. Est-ce que vous avez vu sur les autres cimetières des Gambiers, est-ce qu'il y a une distribution spatiale plutôt type ce qu'on va trouver dans les années 1870 au Tuamotu, ou bien est-ce qu'on est dans quelque chose qui a priori comme ça est plus anarchique, ça ne l'est sûrement pas, mais en tout cas en termes de distribution spatiale et de type de tombe. Ouais. Donc c'est intéressant parce que il y a un manuscrit sur revue avec un journal anglophone, Post-Medieval Archaeology, et je pense qu'il était revu par un de tes collègues qui travaille dans les Tuamotu, parce qu'ils ont dit la même chose, qu'il y a une organisation spatiale différente entre Mangareva et les Tuamotu, et donc, à mon avis, les autres cimetières anciens qui existent à Okena et Taravai, donc l'un à Taravai, on ne peut pas voir encore les pierres tombales, mais ils sont plus comme ça. Et en fait, si tu vois, par exemple, le cimetière qui existe à Roru,
que les gens continuent à utiliser. Il n'y a pas cette séparation entre les personnes baptisées, pas baptisées, etc. Et en fait, avant, à Requité, il y avait un cimetière séparé pour les gens qui ne sont pas catholiques, n'est-ce pas? Les protestants, etc. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un style différent pour organiser l'espace dans les cimetières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous laisse faire un message de fin. Non, juste pour remercier tout le monde pour assister à notre présentation et un grand remerciement encore pour la communauté des Mangareviennes qui ont donné beaucoup d'intérêt, mais aussi beaucoup de générosité pour soutenir notre recherche dans les îles. Donc, Maroi.